La perte de la source de revenus la plus importante. Le départ de centaines de milliers de talents du pays. Le nivellement par le bas de la monnaie nationale. La Russie détruit les fondements de l'État pour achever la victime qu'elle a attaquée. Le problème, c'est qu'elle est vraiment déterminée dans cet acte. Examinons la forme de l'État russe dans le contexte de la guerre impérialiste qu'il mène. Pourquoi l'économie russe est-elle en chute libre? Et pourquoi ce seul fait ne suffit-il pas à repousser rapidement les forces du Kremlin hors de l'Ukraine? Sans argent, on ne peut pas faire la guerre. C'est un fait évident. Par conséquent, dès que les premiers chars russes ont pénétré sur le sol ukrainien, la réponse naturelle à l'invasion criminelle, dans les cabinets occidentaux, a été de tarir la source de son financement. En d'autres termes, l'Occident a commencé à élaborer des sanctions visant à rendre le moteur de l'économie russe suffisamment inefficace pour l'anéantir rapidement face à une armée ukrainienne robuste, soutenue par des ressources militaires et économiques provenant de l'Occident. À court terme, cependant, la guerre elle-même a provoqué une augmentation massive des prix des hydrocarbures. Selon certaines estimations, toutes connexions confondues, ce secteur représente à lui seul jusqu'à 60% de l'économie russe. C'est ainsi que nous avons décrit la situation dans notre récent document sur l'état de l'économie russe. En conséquence, Moscou, bien que venant de déclencher un conflit militaire majeur, enregistrait des pics records de revenus provenant de la vente des matières premières. Si la guerre s'était terminée dans les 3 jours, ou même dans les 3 mois, ou même la moitié d'une année, Moscou en serait sorti non seulement avec un succès stratégique remarquable, mais aussi indemne sur le plan économique, car l'ensemble des dépenses de guerre auraient été couverts par l'excédent budgétaire provenant des ventes des matières premières. Mais rien n'est éternel. Le prix du pétrole et du gaz ont chuté de plusieurs dizaines de pourcents, tout comme les autres exportations essentielles de la Russie, telles que le blé. Cette situation a été aggravée par l'abandon massif des importations de combustibles fossiles russes par l'Occident, qui, jusqu'à la guerre, était la principale destination des exportations de Moscou, et par les sanctions qui rendent difficile la vente d'hydrocarbures russes. Il y a quelques mois, Mikhail Khroutikhin a prédit que la Russie perdait 57% des exportations de combustible en 2023. En effet, la baisse des recettes budgétaires provenant de la vente de combustibles fossiles entre janvier et avril a été de 52% en glissement annuel. Le manque de recettes entraîne naturellement un déficit. Comme nous l'avons signalé, il a atteint en janvier un plafond de 25 milliards de dollars, soit 60% du plan prévu pour l'année. Au cours des mois suivants, il s'est creusé jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement à 45 milliards de dollars à la fin du mois d'avril, atteignant 117% de l'objectif de déficit pour l'année après ses 4 premiers mois. En effet, en mai, le ministère russe des Finances a indiqué que l'économie avait enregistré un excédent, réduisant le déficit à 42 milliards de dollars. En outre, le ministère a annoncé que l'économie russe croîtrait de 1,2% cette année. Si l'on considère que le pays est engagé dans une guerre par procuration avec la moitié du monde occidental, il s'agit là d'un succès fulgurant. Il convient toutefois de rappeler qu'en Russie, les indicateurs macroéconomiques ne servent pas de mesure objective pour évaluer la santé de l'économie, mais constituent un autre outil de l'appareil de pouvoir du Kremlin. Rosstat est réputé pour ses statistiques créatives. Comme le rapporte le Centre d'études orientales, Rosstat change souvent la méthodologie qu'il utilise, la façon dont il présente les données et la fréquence de ses publications, ce qui, à long terme, rend difficile, voire impossible, la comparaison des informations qu'il publie. Des questions ont également été fréquemment posées sur des mises à jour de données qui modifiaient de manière significative les lectures antérieures, sans que Rosstat ne puisse les expliquer. La mesure de la pauvreté en Russie en est un bon exemple. Selon les données officielles, en 2022, le nombre de pauvres a diminué de 1,7 million de personnes pour atteindre un niveau historiquement bas. Cela s'explique par le fait que Rosstat a élaboré une nouvelle définition de la pauvreté, qui ne reconnaît comme pauvres que ceux qui vivent moins bien que leurs voisins dans la région. Par exemple, selon cette méthodologie, un habitant de Tula gagnant 140 $ par mois n'est pas considéré comme pauvre. Il convient de rappeler que le coût de la vie en Russie est relativement élevé. Sur la base de données antérieures, The Insider
a calculé que le nombre de pauvres n'a pas diminué de 1,7 million, mais qu'il a augmenté de 2,3 millions. Un Russe sur 3 n'a d'argent que pour se nourrir, et 1 sur 10 n'a même pas d'argent pour cela. En fait, jusqu'à 20 millions de personnes en Russie vivent sous le seuil de pauvreté, soit 40% de plus que dans le rapport d'Eurostat. Cela ne montre qu'une chose, sont modélisées pour être cohérentes avec un message de propagande méticuleusement préparé. L'évolution du déficit pourrait être lue comme suit. Nous ressentons l'impact de la guerre, et c'est difficile, c'est le déficit élevé du début de l'année, mais nous y faisons face, c'est la décélération du déficit au milieu de l'année. En pratique, personne ne peut déterminer l'état réel des finances russes, car les Russes eux-mêmes bloquent l'accès aux données sur les ventes d'hydrocarbures et les dépenses budgétaires, entre autres. Il n'y a aucune raison logique pour que l'économie russe se redresse soudainement et affiche de meilleurs résultats que de nombreux pays qui ne sont pas soumis à des sanctions et qui ne sont pas en guerre. Comme un mantra, on pourrait répéter le problème de la perte de clients et de la moitié des recettes provenant de la vente des produits pétroliers, qui n'est pas compensée par la réorientation des exportations vers l'Inde et la Chine. Delhi et Pékin achètent de manière opportuniste des matières premières à des prix réduits au maximum, et Moscou est obligé de leur céder. Outre le fait qu'elle s'est coupée de sa branche de revenus la plus cruciale, les hydrocarbures, plusieurs autres arguments prouvent que l'économie russe est en chute libre. Pour n'en citer que quelques-uns, après la rébellion de Prigojine, le rouble russe est en train de plonger vers un niveau record. Si l'on exclut le choc momentané qui a suivi le déclenchement de la guerre, après lequel le rouble s'est immédiatement effondré avant de se renforcer grâce à l'intervention massive de l'administration centrale, la monnaie russe est aujourd'hui la plus faible de toute l'histoire récente de son existence. Une fuite massive des cerveaux est en cours. Selon le Moscow Times, 1,3 million de jeunes, souvent les mieux formés, ont quitté la Russie l'année dernière. Ce fait, renforcé par la conscription, forcée ou non, conduit à un effondrement du marché du travail. Il y a 2 postes vacants pour chaque travailleur. Selon Goldman Sachs, il s'agit actuellement de la plus grande souffrance de l'économie russe. C'est pourquoi certains pensent que le Kremlin ne peut pas poursuivre sa mobilisation. Un autre secteur d'exportation important, celui des armes, s'est également effondré. Le groupe de réflexion suédois SIPRI estime que les exportations d'armes russes ont chuté de 50 milliards de dollars en 2021 à 11 milliards de dollars en 2022. Pour aller plus loin, nous avons mentionné plus d'une fois que l'économie russe est l'exemple type d'une économie fragile. L'ensemble du modèle du fonctionnement reposait sur un produit, les hydrocarbures, et un client, l'Occident. Soudain, lorsque ce château de cartes s'effondre, le Kremlin, en désespoir de cause, s'engage dans une seconde relation extrêmement risquée de son point de vue. C'est un autre cliché, mais il est bon de le rappeler. La Russie devient progressivement totalement dépendante de la Chine. Qu'il s'agisse des exportations ou des importations en provenance de l'Empire du Milieu. Les exportations vers la Chine ont augmenté de 100% par rapport à la période d'avant-guerre, pour atteindre 26% de la valeur totale des exportations. Cependant, si la Chine est le partenaire le plus important de la Russie n'est qu'un partenaire économique parmi d'autres pour la Chine. Moscou est à la merci du Pékin. Pour l'instant, les Chinois sont intéressés par le maintien en vie du régime de Poutine. Mais, en cas, disons, de ralentissement économique ou d'effondrement total de l'économie chinoise, ce qui, selon certains, est également possible, l'économie russe, qui n'a pas d'autre choix, pourrait être entraînée dans sa chute. Le coût de la guerre vient s'ajouter à tout cela. D'emblée, il faut partir du principe que personne ne sait combien elle coûte réellement. Même si l'on avait accès à toutes les données, ce qui n'est pas le cas, ces estimations varieraient, de même que la méthodologie adoptée. Cette mise en garde faite, de tels calculs existent. Les plus modestes, comme ceux de The Economist, parlent d'un chiffre de 55 milliards de dollars par an. Boris Grozovsky, du Wilson Center, les estime plus proches des 100 milliards de dollars. En revanche, Sean Spoots, du Special Operations Forces Report, estime que ces 2 chiffres sont largement sous-estimés, évaluant le coût quotidien des dépenses de guerre à 900 millions de dollars, ce qui correspondrait à près de 330 milliards de dollars par an. Spoons explique. Pour nous, si la Russie dépense 1 million de dollars pour construire un missile et qu'elle le tire ensuite, elle a dépensé 2 millions de dollars. 1 million de dollars pour le construire,
et un autre million pour le remplacer. Si vous avez une voiture de 50 000 $ qui brûle dans un incendie, vous perdez les 50 000 $, plus ce que vous avez dépensé pour la remplacer, parce que vous avez besoin d'une voiture. Je pense que la plupart des estimations ne prennent en compte que le coût initial. Et si tout cela est vrai, dans le contexte de la défense de l'indépendance de l'Ukraine et de la reconquête de son territoire, c'est insuffisant. Toutes les statistiques et tous les phénomènes cités nous indiquent que la tendance de l'économie russe est sans équivoque négative. La Russie recule de plusieurs décennies de développement, cannibalise son économie et consomme à l'excès la richesse nationale, y compris l'épargne de ses citoyens. Elle est en train de détruire l'avenir du pays et d'en priver ses enfants. Tout cela pour entretenir la machine de guerre. Aujourd'hui. En d'autres termes, Moscou consomme des ressources du futur pour couvrir les coûts générés aujourd'hui, et elle le fait principalement aux dépens de sa population. Les actions du gouvernement central visent à transférer le capital du peuple au gouvernement. Une partie de ce processus comprend la nationalisation massive des entreprises occidentales qui ont quitté ou sont en train de quitter la Russie. Comme le rapporte le Financial Times, ces entreprises sont rachetées à moitié prix. Toute vente doit être assortie d'une décote d'au moins 50% par rapport à la valeur du marché, et 10% des recettes sont affectées au budget russe. Une personne anonyme, impliquée dans la procédure, déclare au même journal « Il s'agit d'une privatisation 2.0, comme au bon vieux temps », déclare la source, faisant référence au pillage des biens soviétiques dans les années 1990. Poutine souhaite ainsi compenser les pertes subies par les oligarques à l'Ouest. En même temps, cela signifie qu'aucune entreprise établie n'investira en Russie pendant des décennies parce que son Excel de notation des risques sera rouge de haut en bas. C'est comme au Venezuela, ils donnent ce qu'il y a de mieux à leurs copains. Et puis, tout va partir en couille, affirme l'homme d'affaires moscovite. Moscou cannibalise son économie à un rythme effréné à l'échelle macroéconomique. Elle détruit son avenir. Le problème, c'est que l'horizon temporel n'est pas le même en macroéconomie et en guerre. En macroéconomie, on parle de décennies, d'années ou, au mieux, de trimestres. Sur le champ de bataille, en revanche, chaque heure, chaque jour compte, alors qu'en une semaine, la situation peut basculer à 180 degrés. Un autre facteur critique est, disons, la disproportion de l'implication. Pour commencer, nous pouvons supposer que l'Ukraine est impliquée à 100% dans la guerre, ce qui signifie que tous les secteurs de l'État lui sont subordonnés et que la majeure partie de la société est impliquée d'une manière ou d'une autre. Si l'on considère les actions russes qui aboutissent à une autodestruction interne, on peut supposer que Moscou est impliqué à 60% au moins. En revanche, l'Occident, qui est à la base de la persistance de l'Ukraine dans la guerre, est au mieux impliqué à hauteur de 5%, bien que le plus souvent, cette part soit plus proche de 1%. Si l'on considère, par exemple, les coûts encourus par rapport au PIB de chaque pays. La Russie s'accroche à son erreur d'appréciation sur le déclenchement d'une guerre qui effondre son économie et ses perspectives. Néanmoins, ce haut niveau d'implication permet à Moscou de supporter des coûts que l'Ukraine ne peut pas supporter en raison de ses économies plus petites et des coûts que l'Occident ne veut apparemment pas appuyer. Ainsi, tout porte à croire que l'architecture économique actuelle des sanctions est insuffisante pour arrêter la Russie avec des facteurs strictement financiers. Que peut-on donc faire dans une telle situation? Outre la poursuite et l'augmentation de l'aide militaire à Kiev, il est nécessaire de combler les lacunes des sanctions. Avec sagesse et, en se référant aux mécanismes cités, avec une grande implication. Voici quelques exemples de recommandations. Robin Brooks, économiste en chef de l'Institute of International Finance, appelle depuis des mois à cibler le transport maritime du pétrole russe. La Russie dépend des Grecs pour près de 60% de son transport maritime de pétrole. Moscou ne dispose pas d'une flotte suffisamment importante pour y parvenir seul, tandis que le nombre de pétroliers disponibles sur le marché mondial est limité. L'Occident, en l'occurrence l'UE, a les moyens d'empêcher les manias grecs de faciliter le transport du pétrole russe et de minimiser les pertes probables pour les Grecs. Brooks appelle également le G7 à abaisser le plafond du prix du pétrole de 60 à 50 $. Un autre domaine d'action potentiel est suggéré par The Economist, qui rapporte que seuls 100 milliards de dollars d'actifs des oligarques russes sont gelés à l'étranger. Cela représente 25% du total, estimé à 400 milliards de dollars,
ce qui rend la majeure partie utilisable. Cependant, la faille la plus critique à combler est celle du contrôle des exportations de haute technologie vers la Russie. Bien que l'industrie de guerre russe en dépende, et que l'Occident le sache, des composants clés continuent d'arriver en Russie. Kamil Galeev souligne la dépendance de la Russie à l'égard des machines industrielles, dont la plupart proviennent d'Europe. Un rapport préparé par l'Institut KSE est plus concret en termes de chiffres. L'un de ses auteurs, Elina Rybakova, admet que la Russie obtient autant de composants vitaux pour son industrie militaire qu'avant la guerre. Nous nous appuyons sur l'analyse d'armes russes capturées sur le champ de bataille. Au total, 58 pièces d'équipement, allant des missiles et des drones aux véhicules blindés et à l'artillerie, et nous trouvons 1057 composants étrangers individuels, les micropuces et les processeurs, jouant un rôle prépondérant. À la fin de l'année dernière, les importations de ce que nous définissons comme des composants critiques s'étaient complètement rétablies et, en fait, avaient dépassé les niveaux antérieurs aux sanctions pour des articles clés tels que les semi-conducteurs. Comment cela se produit-il? Sans surprise, la Chine joue un rôle clé dans le processus, mais principalement parce que l'Occident le lui permet. Les États-Unis sont le pays d'origine de 68% des composants essentiels. La Corée du Sud arrive en deuxième position avec 14%. Le Japon suit avec 7%, devant l'Allemagne avec 6,8%, la Suisse avec 5%, Taïwan avec 4% et les Pays-Bas avec 2,7%. La Chine n'arrive qu'ensuite avec une part de 2,6%. Dans ce cas, les auteurs considèrent le siège de l'entreprise comme le pays d'origine. Par exemple, un produit fabriqué par Intel en Chine est considéré comme américain. Sur ces 68%, seuls 4% des produits physiquement fabriqués aux États-Unis se sont retrouvés dans les machines analysées par le KSE. En résumé, la Chine joue un rôle crucial dans l'alimentation de la machine de guerre russe, mais uniquement parce que l'Occident le permet. Sur les 1057% analysés par le KSE, plus de 92% provenaient d'une entreprise occidentale. Pourtant, la plupart de ces 92% ont été fabriqués en Asie de l'Est, en Chine, en Malaisie, au Vietnam, en Corée du Sud ou à Taïwan. Ils sont ensuite exportés vers la Russie, très probablement depuis la Chine, qui, Hong Kong compris, représente 71% des exportations des composants vitaux recensés dans le cadre de l'étude. La Turquie, pays membre de l'OTAN, occupe la deuxième place, ce qui en dit long sur la politique d'Ankara. Que peut-on faire dans cette situation? Les auteurs du rapport soulignent plusieurs domaines dans lesquels une action décisive est nécessaire. Ils préconisent notamment un meilleur échange d'informations, afin de détecter rapidement les tentatives de contournement des sanctions. Une coopération avec les grands fabricants dont les produits sont acheminés vers la Russie serait également très fructueuse. Connaissant mieux leur structure, ces entreprises peuvent bloquer plus efficacement les tentatives de vente de leurs produits à la Russie, y compris par le biais d'intermédiaires. Cela permettrait également de les cibler dans les pays tiers. Il s'agit d'une tâche complexe, mais réalisable. Tout est fonction du temps. L'effondrement de l'économie russe est en cours, mais il ne s'agit pas d'un événement soudain. En revanche, le triomphe rapide des Ukrainiens, qui est, au moins de manière déclarée, dans l'intérêt de l'Occident dans son ensemble, nécessite des mesures dont l'horizon temporel est beaucoup plus court. Les Ukrainiens n'ont tout simplement pas le temps d'attendre l'effondrement complet de la Fédération de Russie, qui pourrait se produire, mais probablement après les moments les plus critiques du point de vue de Kiev. Bien sûr, il existe des événements, appelons-les événements chaotiques, qui peuvent faire imploser la Russie en quelques heures. Bien qu'elle ait finalement échoué, la rébellion de Prigojine était un exemple d'un tel phénomène. La probabilité de tels événements augmente avec l'appauvrissement des manières russes, la prolifération des pauvres en Russie et la révélation continue des faiblesses des structures russes. Néanmoins, il serait irresponsable de placer ses espoirs dans des incidents fondamentalement aléatoires. L'Occident n'est pas une entité totalement cohérente, mais il a démontré les qualités de cohésion qui ont donné beaucoup d'espoir à l'Ukraine. Aujourd'hui, pour mettre fin à cette guerre de manière équitable, c'est-à-dire pour que Kiev regagne le territoire qu'elle a perdu, un nouvel élan est nécessaire pour colmater les brèches dans les sanctions et bloquer l'hydre russe.